va commencer. Je crois qu'il y a l'éditrice qui voulait venir aussi, mais elle prendra la discussion. Merci de votre venue pour cette tribune des livres, donc, qui est consacrée pour ce soir exceptionnellement à un seul livre. C'est un choix un peu osé sans doute, mais que je voulais assumer dans la mesure où, d'abord, je pense que l'auteur est une figure centrale de la production culturelle brésilienne du XXe siècle. Et ensuite, c'est un livre tout à fait remarquable, à la fois, je dirais, par la richesse de ses textes et aussi par la variété des styles qu'il propose. On a l'impression qu'on peut voir se déplier le travail de Mario de Andrade, qui est tour à tour essayiste, qui fait de la fiction en passant aussi par la prose. Et je suis d'autant plus heureux de voir ce livre paraître, donc précisé, donc c'est une édition éditée par la Philharmonie de Paris, dans la collection La Rue Musicale. Et donc, je profite aussi pour remercier mes deux invités. Pedro Fragelli, tu as assuré le travail éditorial, donc en collaboration avec la Philharmonie. Et Mathieu Dos, tu as donc assuré la traduction des textes choisis. Je suis très heureux de voir ce livre apparaître et de le voir dans les librairies françaises, parce que j'ai regardé, ça fait une trentaine d'années que les derniers textes de Mario de Andrade sont parus en France. Il y avait notamment l'édition de Macunaíma qui était parue aux éditions, dans une coédition entre Stock et l'UNESCO, qui était à l'époque, je crois, pilotée par Pierre Rivas. Il y a eu à peu près la même année L'apprenti touriste, dans cette édition reprend quelques textes, et il y a eu aussi, paru aux éditions Gallimard, Aimer, verbe intransitif. Ce sont les derniers textes, je crois, à ma connaissance, qui sont parus de Mario de Andrade. Et ça fait déjà 30 ans, c'est 95, 96 que ces textes sont parus. Voilà, donc il me semble que c'est vraiment un événement, et je suis très heureux donc de découvrir Mario de Andrade. C'est vraiment j'avoue que c'était une découverte pour moi, que c'était un peu un fil d'Ariane, la musique, qui traverse sa vie et son œuvre, parce que, évidemment, comme beaucoup d'autres lecteurs, je l'ai surtout pris comme étant l'auteur d'abord de Macunaíma, et ensuite le représentant emblématique du modernisme brésilien. Et je voudrais peut-être commencer avec une première question pour vous deux, pour situer un peu le personnage. Et je reprends donc une phrase que j'ai trouvée dans l'introduction de toi, Pedro. Tu le déclares, tu dis même qu'il est l'intellectuel le plus important du Brésil de la première moitié du XXe siècle brésilien. Donc je voulais, peut-être pour commencer la discussion, savoir ce qu'il représente pour vous, quelle est la place que vous lui accordez dans l'évolution intellectuelle du Brésil, donc du XXe siècle. Bonjour Patrick, bonsoir Mathieu. Merci à tous d'être venus. Cette affirmation, je l'ai mise dans l'ouverture de l'introduction, et c'est peut-être une affirmation que Mario de Andrade lui-même aurait contestée, surtout parce qu'il considérait que la production intellectuelle, l'activité intellectuelle et artistique était un travail collectif. Donc, de singulariser un personnage comme le plus grand serait contre ces tendances intellectuelles, je crois. Je crois que sa place est incomparable dans la première moitié du XXe siècle. En premier lieu, à cause justement de ça, c'est-à-dire il considérait la production intellectuelle comme un travail collectif. Donc, il a mobilisé, il a interrogé, il a échangé énormément avec tous les intellectuels, les écrivains, les compositeurs, les peintres brésiliens de son époque. Et il échange des idées, il produit collectivement dans sa correspondance des idées et des propositions pour l'innovation de l'art au Brésil à son époque. De sorte que, après quelques années, après la Semaine d'art moderne, il devient une sorte de centre de gravité de la pensée brésilienne. Tout le monde lui écrit, il écrit à tout le monde, et ses idées sont diffusées de cette façon
au nord, au nord-est, au sud, à Rio, depuis où il est, qui est São Paulo. Donc ça, c'est la première raison qui explique un peu cette affirmation de la place centrale qu'il occupe dans ces moments-là. Il a influencé presque tous les artistes de son époque. Après, il y a le fait que Andrade, qui a été un des leaders des avant-gardes brésiliennes, avec d'autres importants écrivains et musiciens, mais Mário de Andrade, il était écrivain, mais son œuvre dépasse bien au-delà de la musique, de la littérature, pardon, et elle s'étend sur tous les domaines de la production culturelle. Il a écrit sur la musique notamment, mais aussi sur la peinture, la sculpture, l'architecture, le folklore, les sciences humaines, etc. Donc c'est une œuvre tentaculaire et on n'a pas une chose égale ou comparable à cela à son époque. Donc il est un intellectuel total, public, qui a écrit sur tous les domaines culturels et artistiques. Et finalement, son travail s'est fait dans un sens d'une intervention intellectuelle publique, c'est-à-dire il s'agit toujours d'intervenir sur les processus de l'évolution de la culture brésilienne, de sorte à la révolutionner ou de la construire. Donc c'est un rôle actif qu'il a pris, presque politique, de la politique culturelle, que ses compagnons d'avant-garde n'ont pas eu. Donc pour ces trois raisons, je crois que sa place est décisive. Donc son influence est décisive sur l'évolution de la culture brésilienne. Moi, je connaissais Mário de Andrade par son roman Macunaíma, ses poèmes et un peu quelques textes de fiction. Donc en fait, un peu comme un lecteur français, parce que je connaissais un peu les trois textes que tu as cités qui existent ici. Je ne connaissais pas du tout son œuvre d'essayiste, on va dire. Et c'est vrai que j'ai découvert avec ce livre, grâce à Pedro qui m'a beaucoup aidé avec la traduction, j'ai découvert un auteur absolument fabuleux, très généreux dans son écriture, dans sa prose, et qui parle de plusieurs sujets. Là, il ne parle pas de peinture dans ce livre-là, mais il parle Pedro, tu l'as dit, il parle de musique beaucoup, mais il parle aussi de danse folklorique du Brésil, qui sont citées. Il se fait ethnographe du Brésil, ce qui est quelque chose de assez neuf pour l'époque. Hein. Et c'était un ami de Lévi-Strauss, de Roger Bastide. Il a écrit avec eux. Et il est allé lui-même dans les régions reculées parfois du Brésil pour relever notamment des musiques qu'il n'enregistrait pas, parce que je pense qu'il n'avait pas de moyen d'enregistrer. Donc il écrivait, il notait la musique tant bien que mal, en disant que c'était imparfait. Lui-même dit qu'il ne pouvait pas le faire de façon parfaite. Mais donc, et puis il notait les danses, il a des descriptions magnifiques des danses folkloriques qu'il recense de manière assez précise parfois, qu'on peut... Alors ça, c'est quelque chose, on va y revenir, mais juste un petit mot, c'est que dans ce livre-là, il est accompagné de liens Internet, donc vous pouvez écouter des chansons enregistrées à cette époque-là. Si vous allez sur les sites, vous avez le lien. Et on peut aussi, on ne peut pas voir les danses, je pense. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des danses enregistrées, filmées, mais on peut, en partant de ce livre-là, découvrir un Brésil méconnu en allant sur Internet. Vous pouvez taper le nom des danses et qui sont complètement... enfin, elles sont décadentes aujourd'hui, au sens premier du mot. Mais on peut avoir un aperçu en lisant Mário de Andrade, en regardant, on peut quand même comprendre des choses. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, j'ai oublié de mentionner, donc ces dates, il est né en 1893, il est décédé en 1945, donc il couvre vraiment la première moitié du XXe siècle en tant que personne active dans sa vie active. Il est, et vous l'avez tous les deux mentionné brièvement, il est évidemment pour nous aussi important. Alors à la fois, il y a son côté personnage officiel, et notamment, il était important en tant que
directeur du département de la culture de la ville de São Paulo, dans la mesure où c'est ce département-là qui avait financé et produit les films documentaires qui avaient été tournés par Lévi-Strauss et sa femme, sa première épouse, Dina Dreyfus, lors des premières expéditions. Donc ils ont fait ensemble, encore avant le retour précipité un peu de Dina Dreyfus. Et donc, ces expéditions qui ont donné 20 ans plus tard Triste Tropique. Donc, ce sont des films qui existent, qui ont été restaurés et qui sont sur le site de la Cinémathèque de São Paulo. Je dirais, c'est d'autant plus intéressant que je crois que c'est le seul, je dis ça entre parenthèses, le seul moderniste qui n'ait jamais fait le voyage à Paris, alors que tous les autres ont participé à ce dialogue très nourri entre la France et le Brésil, un dialogue qui couvre quasiment 5 siècles. Mais il a participé à travers son amitié, notamment avec Dina Dreyfus, qui était, je crois, très importante. L'autre point, je voulais citer une phrase qui m'avait frappé, un extrait d'une lettre qu'il adresse à Serge Omiliet en 1924, donc 2 ans après le lancement du mouvement moderniste à São Paulo. Il écrit « Nous avons un problème actuel, national, éthique, humain, brésilianiser le Brésil. » Et ça, il me semble quand même, pour moi, pour mon rapport à son travail, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est qu'il est peut-être celui qui a porté avec plus d'énergie et plus de réflexion aussi cette idée que le Brésil doit se découvrir lui-même afin de pouvoir se présenter au monde. Il y a quelque chose de cet ordre qui est absolument une idée qui était, je pense, au regard des dimensions continentales du pays, au début du XXe siècle, c'était un projet absolument inouï. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, Mathieu, il a vraiment fait des voyages qu'il documente donc, dans le nord-est, et il va jusque dans le Acre, donc vraiment au fin fond de cette région qui, peu d'années auparavant, faisait partie encore de la Bolivie. Et il rapporte un très beau poème, d'ailleurs, que tu as traduit. Donc il y a quelque chose de cette démesure et de cette intuition de l'importance de l'autodécouverte du Brésil. Et je dirais que c'est vraiment là où se joue quelque chose qui sera déterminant pour la culture brésilienne pour la suite, au cours du XXe siècle, cette idée qu'il faut que les gens, notamment de São Paulo, de Rio, découvrent le pays, qui était complètement inconnu, évidemment. Brésilianiser le Brésil, c'est un peu une sorte de mot d'ordre du projet intellectuel de Mário de Andrade, mais c'était quand même l'idée de base du modernisme de 22. Même Oswald de Andrade propose quelque chose comme cela. Lui et Mário et d'autres font un voyage de découverte du Brésil par les villes historiques de Minas Gerais en 24. Donc c'est un peu une idée qui traverse une partie du modernisme brésilien. Mais justement, c'est Mário de Andrade qui va mener cette idée à ses dernières conséquences et qui va donner à cette idée une envergure presque démesurée comme projet intellectuel. Donc c'est lui vraiment, par exemple, pour le langage, bien sûr, tous les modernistes brésiliens proposaient d'utiliser un langage parlé dans les rues du Brésil, donc différente du langage de la langue portugaise qui venait du Portugal, il était pratiqué par les écrivains brésiliens. Donc tous les écrivains, d'une certaine façon, proposent un peu cela. Mais c'est Andrade qui va vraiment mener des recherches très approfondies et très larges pour arriver à une sorte de grammaire du parler brésilien. Et c'est ça qu'il va faire avec la musique. Même si Villa-Lobos a un projet aussi de rendre la musique brésilienne, c'est Andrade vraiment qui va donner une autre dimension à cette proposition qui est très intéressante, très variée et qui donne beaucoup de travail. Ce sont des décennies de travail continu pour arriver à une sorte de grammaire du parler brésilien. Et c'est ça qu'il va faire avec la musique. Même si Villa-Lobos a un projet aussi de rendre la musique brésilienne, c'est Andrade vraiment qui va donner une autre dimension à cette proposition qui est très variée et qui donne beaucoup de travail. Ce sont des décennies de travail continu pour
arriver à réaliser une chose comme ça. Donc voilà, c'est un peu le noyau, c'est le cœur de l'activité d'Andrade, en effet. Je peux ajouter que c'est effectivement ce poème dans le livre, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le projet de Mario Andrade. Il y a un poème très beau sur l'Acre, où il fait un lien entre tous les Brésiliens, et y compris lui-même. C'est-à-dire qu'il essaye de se, si je me souviens bien, de se, comment dire, de se reconnaître brésilien et de dire tu es brésilien, comme il dit. Il s'adresse donc à ce seringueiro, en français c'est seringueiro, je crois qu'on dit, ces gens qui travaillaient le caoutchouc. Et il s'adresse à lui et il dit tu es un Brésilien comme moi. Et lui, voilà, c'est comme s'il essayait de se placer comme dans ce pays et de découvrir finalement sa brésilianité d'une certaine manière. Dans ses poèmes, cette reconnaissance n'est pas facile. C'est-à-dire, il considère ses poèmes un poème tragique. C'est-à-dire, il se reconnaît comme brésilien, comme les seringueiros, mais il ne trouve aucun lien commun qui les attache. Donc, en même temps, les seringueiros, c'est un étranger. Et ce qui est tragique dans ces poèmes, c'est qu'ils sont les deux brésiliens, mais ils sont totalement étrangers l'un à l'autre. Oui, c'est ça, ils ne se connaissent. Ils appartiennent à des mondes totalement différents. Donc la nature, ils abordent la nature, l'histoire, la géographie, la langue, et ils n'ont rien de commun, et pourtant ils appartiennent au même pays. Oui, ça donne la mesure. Et à la fin du poème, ce qui permet qu'il entre en contact avec le seringueiro, c'est la musique, justement. C'est quand les poèmes deviennent musicaux et rythmiques, c'est quand un certain lien entre lui et ses personnages s'établit. Il y a aussi, je crois, si je ne me trompe pas, cette idée du bœuf, par exemple, le complexe du bœuf qui est commun à tous les Brésiliens, non ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une idée, outre la musique, certaines choses qui sont, qu'on retrouve ? Il parle des gaúchos et des gens je ne me souviens plus si c'est de l'Amazonie, mais qui ont cette idée à la fête populaire de Parintins. Oui, voilà. Et en tout cas, il voudrait que les gens puissent reconnaître dans une toade du certain la même fascination pour le bœuf. Ils pourraient se reconnaître, mais ils ne se connaissent pas. Il y a d'ailleurs un de ces personnages, on va revenir tout à l'heure sur lui, parce que c'est un personnage, Chico Antonio, un personnage historique, un musicien qu'il mentionne dans plusieurs textes. Alors, ce sont tour à tour des textes journalistiques ou de fiction ou de recherche. Et dans un des textes de fiction, il fait... c'est Chico Antonio, donc il meurt sous les... qui meurt sous les cornes d'un bœuf. Sous les cornes d'un bœuf. Donc là encore, il y a le bœuf. Mais je voulais vite faire une parenthèse, parce que moi j'étais frappé, mais là c'est plus une question que je voudrais adresser à vous. En découvrant donc l'étendue de ces voyages à la fois en Amazonie et au préalable au nord-est, je me suis dit qu'au fond, il refait les voyages que 20 ans avant lui, Euclides da Cunha avait fait, à la fois dans le Pernambuco et ensuite en Amazonie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, Euclides da Cunha a fait ça entre les années 95-97 et puis dans les années 1905, il va en Amazonie. Donc il n'y a pas quelque chose qui préfigure déjà cette recherche de Mario de Andrade chez lui? Je crois que les approches sont très différentes. Donc, par exemple, Euclides da Cunha, il est formé dans une école d'ingénierie, et après d'autres qui sont marquées par la pensée positiviste et évolutionniste. Et il ne change pas, mais il relativise un peu ce principe au fur et à mesure qu'il accompagne, par exemple, la guerre de Canudos. Andrade, il fait deux mentions cachées à Euclides da Cunha dans ses textes sur des voyages. La première, dans ses poèmes sur le seringueiro, bon, ce n'est pas un texte de voyage, mais bon, dans la Calanto du Seringueiro, il dit « Je sais que quelqu'un comme toi est très fort. » Comment on a écrit ça? On a traduit ça. Un gars comme toi est fort. Donc, il fait mention à ça. Et ça fait écho à la célèbre phrase d'Euclides da Cunha
l'homme du sertão est en premier lieu un fort, parce qu'il résiste à la sécheresse, etc., aux hostilités de la nature. Les seringueiros qui travaillaient dans l'Amazonie étaient habituellement beaucoup étaient migrants du sertão. Donc dans ces poèmes, il y a cette mention cachée. Mais le plus important, je crois, c'est dans son journal de voyage, il y a un moment où il traverse le sertão, il voit les misérables du nord-est du Brésil, et il voit que c'est un degré de pauvreté qu'il ne connaissait pas à São Paulo. Il y avait beaucoup de pauvres à São Paulo, mais la pauvreté, la misère du nord-est dépassait tout ce qu'il pouvait concevoir. Et là, il écrit, en face de ça, je ne peux plus écrire de la littérature. Ça serait presque hypocrite ou même cynique de faire de la littérature en face de cette misère. Et il dit, cette idée que l'homme du sertão est un fort, c'est de la fantasmagorie un peu. C'est pas ça exactement qu'il dit, mais j'essaye de traduire. Ceux qui peuvent, ils sortent, ils s'enfuient du sertão. Donc ceux qui restent, ils ne restent pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils n'ont pas de sortie, ils n'ont pas d'autres possibilités. Donc là, c'est une mention cachée, critique, qui fait la critique de la littérature qu'Euclides da Cunha fait à partir de ce qu'il voit dans le sertão. Et en fait, la prose d'Euclides da Cunha, c'est une prose qui presque poétique, c'est en même temps scientifique et poétique, et grandiose. Et là, Andrade fait une critique de cette approche en disant c'est pas possible de faire de la littérature en face de cette misère. Là, on parlait du texte de Euclides da Cunha, Os Sertões, qui a été traduit par le Haute Plaine, je crois en français. Mais il y a Euclides da Cunha aussi écrit sur l'Amazonie des petits textes qui sont où en fait on retrouve quelque chose que j'ai retrouvé un peu. Précisément cette dénonciation. Tu as pensé à ce texte-là peut-être, voilà, sur l'Amazonie. Et il y a quelque chose c'est très différent, mais il y a quelque chose de semblable dans la découverte de l'homme du sertão qui va vers l'Amazonie, puis qui revient vers le sertão. Et qui est voué à disparaître. Il écrit il dit qu'au fond, ces hommes sont condamnés par l'histoire. Ils ne savent pas, mais lorsqu'ils se lancent vers l'Amazonie, ils acceptent d'y travailler. Ils vont vers leur perte. Ils le voient. Enfin, il a cette même. Mais parce que Euclides da Cunha est un peu ethnologue ethnographe ou ethnologue dans ce texte-là aussi. Mais comme il est aussi dans certains. Je propose qu'on revienne maintenant plus précisément sur le livre, parce que c'est quand même c'est la musique évidemment qui donne le fil conducteur de ce vraiment magnifique ouvrage. Je le dis encore une fois, j'ai oublié de signaler aussi la beauté du travail photographique. D'ailleurs, il y a une photo de Claude Lévi-Strauss qui est la première, qui représente Mario de Andrade, donc qui est photographiée par Claude Lévi-Strauss. C'est presque sûr que c'est Claude Lévi-Strauss. D'accord. Peut-être c'est Dina Dreyfus. On n'est pas absolument sûr, mais c'est presque sûr, parce que normalement, Dina, dans ces situations, elle filmait. Donc, et lui prenait des photos. Mais on n'est pas totalement sûr que c'est de Lévi-Strauss. Oui. Quel est Pedro, comment s'est fait le choix des textes? Je me suis posé cette question. Est-ce que c'est toi qui as eu la main libre, ou est-ce que vous avez fait ça en intelligence avec la Philharmonie? Comment s'est construit cet ouvrage? Non, j'ai eu la main libre. Donc, ils m'ont demandé de proposer un ouvrage qui portait sur les écrits sur la musique populaire brésilienne, parce que Andrade a beaucoup écrit sur la musique en général, sur la musique dite classique aussi, universelle, européenne et brésilienne, mais on s'est concentré sur la musique populaire brésilienne parce qu'on a cru que c'est les sujets les moins connus en France, les plus intéressants. Bien sûr, Mario Andrade a écrit sur Chopin, mais il y a énormément de choses très bien sur Chopin ici, donc les plus intéressants serait de parler d'un domaine dont on ne parle pas. Donc, premièrement, on a fait ça comme choix, la musique populaire brésilienne. Après, je crois que j'ai choisi 2 critères. Les premiers, c'est de choisir
des textes vraiment importants de son œuvre, des textes qui ont une importance historique ou même actuelle comme intervention intellectuelle. Mais en même temps, j'ai choisi des textes qui sont secondaires dans le contexte de son œuvre, mais qui parlent des manifestations musicales très intéressantes et peu connues. Donc l'autre critère, c'était de donner une idée de la diversité des chants qu'Andrade aborde, de sorte à donner une sorte de mosaïque plus complète et variée de la musique populaire brésilienne aux lecteurs français. Parce que c'est une musique populaire qui n'est pas très connue ici ou n'est pas connue ici. On connaît une musique populaire brésilienne d'autres genres. Et là, il s'agit d'une musique vraiment populaire, folklorique. Et donc, j'ai essayé de choisir aussi des textes courts parfois, mais qui parlaient de manifestations très peu connues. Donc l'idée, c'était de faire aussi une sorte de tableau les plus variés et complets possibles de la musique populaire brésilienne dont Mário de Andrade parle. Juste préciser que, en fait, le livre que vous avez là, qui fait déjà 600 pages, je crois, en fait, c'est un livre qui, la première version qu'on avait fait, enfin, c'est Pedro qui m'avait envoyé les textes, elle comprenait aussi des dizaines, peut-être de chansons, de morceaux brésiliens. Et il y en a encore beaucoup qui sont restés. Finalement, on n'a pas pu tous les mettre, mais avec les paroles que j'ai traduites. Mais il y a aussi les mélodies. Comment tu as choisi ces textes-là, enfin ces chansons? Il y a les textes les plus importants, les plus centrales du livre, c'est l'essai sur la musique brésilienne qu'Andrade a publié en 1928. Et cet essai est composé de 2 parties. La première partie est une partie de texte théorique, c'est une sorte de manifeste de son projet intellectuel de construction d'une musique brésilienne nationale. Et la deuxième partie est faite de mélodies, de transcriptions musicales, des exemples de musique populaire dont il parle dans la première partie. Et là, il y a, je ne sais pas exactement combien, mais presque une centaine de mélodies. L'idée, c'était de publier l'intégrale. Mais ce n'était pas possible du point de vue éditorial. Donc, on a été obligé de couper ça et on a préservé que les mélodies, les transcriptions qu'il cite expressément dans la première partie. Donc voilà, c'est ça les critères. Les autres mélodies qui accompagnent d'autres textes, là, elles ont été choisies par moi. Et par exemple, il a de dizaines de mélodies de transcription qu'il a fait, des musiques de sorcellerie, et j'ai choisi les mélodies dont il parle dans ces textes pour que les gens qui lisent le livre puissent connaître la musique dont il parle. Les transcriptions de l'essai sur la musique brésilienne, la plus grande partie, c'était pas relevé par lui, c'était des amis qui envoyaient ces mélodies-là. Beaucoup de mélodies, c'est lui qui l'a relevé, mais il y avait beaucoup aussi qu'il prenait dans des documents et par des amis. Donc, ce n'est pas forcément lui qui a relevé toutes ces mélodies-là. Il y a aussi justement dans cet essai très consistant sur la musique brésilienne, il y a tout un volet historique où il remonte à la... Alors peut-être 2 questions. Par rapport à ça, il remonte donc... jusqu'à la musique des jésuites. Et il a un passage très intéressant, je trouve, où il décrit, donc je me permets de citer vite, la musique mystique donc des jésuites a magiquement enchanté et soumis les forces opposées, c'est-à-dire les Indiens. Elle a réconforté de façon presque thérapeutique les pestiférés de l'exil américain, c'est-à-dire les colons. Elle les a confondus et harmonisés en un groupe que les besoins, ou plutôt le manque total de technique et de richesse, ont transformé en une véritable communauté sans classe composée d'individus socialement nivelés. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression qu'il oppose à cet héritage jésuite une musique populaire qui est véritablement nationale ou véritablement qui porte quelque chose qui est de l'ordre de la singularité brésilienne. Et c'est à partir de cette musique populaire qu'il construit aussi cette idée de la brésilianité, par opposition presque à cet héritage. En partie, oui, mais cette musique jésuite dont il parle et dont il reconnaît la valeur comme quelque chose qui unissait un peu toutes les classes sociales, si on peut parler des classes à cette époque-là,
c'est au tout début de la colonisation, c'est les premières décennies de la colonisation. Après, quand vraiment la colonisation portugaise se structure et s'organise, il dit que ça ne se passe plus. Donc la musique religieuse va être jouée dans les églises, dans les palais, ou la musique classique. Et elle n'a plus cette fonction sociale de unir les gens. C'est vrai que c'est cette vision des débuts de la colonisation est un peu utopique. Ouais. Quand il parle d'une communauté sans classe, etc., d'une sorte de désordre encore, où tout le monde s'unissait par les chants jésuitiques mélangés à la musique amérindienne. C'est un peu utopique, ça. Mais après, il y a une scission dans la production musicale brésilienne, c'est-à-dire une musique pour les élites et la musique de l'Église, et la musique populaire, la musique des esclaves. Et vraiment, c'est à partir de cette scission qu'il va penser la construction de la musique brésilienne. Donc, je crois que cette musique des jésuites fait partie d'une sorte de préhistoire de la musique brésilienne, vous savez. Et après, ça commence avec cette division de classes. Et c'est justement ce qui va se perpétuer jusqu'au XXe siècle, en changeant de forme. Et c'est ce qu'il veut renverser, c'est-à-dire la musique populaire des esclaves, qu'elle puisse arriver à avoir droit de citoyenneté dans le monde de la culture. Et par contre, la musique classique ou des élites puisse avoir de racines vraies et pas d'origine étrangère. On passe très vite sur les... si on remonte un peu le fil comme ça historique, il passe relativement vite sur la musique de Minas Gerais de la fin du XVIIIe siècle, qui était, je crois, où la musique a joué un grand rôle. Est-ce qu'il a connu ça, ça l'a intéressé? Je veux dire, est-ce que ça fait partie du corpus qui était à ta disposition, mais que tu as fini par décider d'écarter, ou est-ce que c'était un sujet qui ne l'intéressait pas tant que ça? Vous parlez de la musique classique portugaise, enfin l'uso brésiliano-portugaise de Minas Gerais, surtout de la fin du XVIIIe siècle. Non, bien sûr, il s'intéressait à cette musique, mais il parle surtout de la musique qui est faite à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle à Rio, surtout le père José Mauricio Nunes Garcia, par exemple. Mais quand même, il s'intéresse à la musique à Minas, mais c'est surtout la musique populaire qui l'intéresse à ces moments, parce qu'il dit que c'est à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui est la musique populaire brésilienne commence à se manifester. Donc, par exemple, les danses dramatiques se seraient constituées dans sa forme brésilienne dans ces virages de siècle du 18e au 19e siècle. Donc, la musique classique ou la musique d'église pratiquée à cette époque est vue par lui comme encore une musique d'origine étrangère. Surtout, par exemple, les pères Mauricio faisaient de la musique inspirée, pas seulement inspirée, presque copiée du classicisme viennois, donc Mozart et Haydn. Mais il reconnaît quelques traits incertains, difficiles à définir, mais qui sont déjà des germes d'une musique brésilienne. Mais ça, c'est très vague encore. Et ensuite, vers la fin du 19e siècle, il commence à s'intéresser à ce qui donnera vraiment naissance au genre brésilien, la machixe, la samba. Et là, il commence à découvrir, à suivre un peu l'évolution, où il commence à avoir une forme musicale qui porte véritablement la signature d'une musique nationale. Il y a tout un texte sur la modinha aussi, qui est sur des textes de chansons. Il parle aussi du déclassement de la chanson populaire, en critiquant un texte de Charles Lalo, qui était un folkloriste français, ou suisse français. C'est un texte qui est vraiment passionnant à lire, parce qu'il met en perspective toutes ces chansons, tout ce qui a été écrit. Quand je dis chansons, c'est de façon générale, hein.
c'est assez passionnant. Voilà. Là, on parle de la musique populaire urbaine. Donc la machiche, la polka, la samba, bien qu'il y ait la samba rurale aussi. Mais la plus connue, c'est la samba de Rio. Et la modinha aussi, c'est la musique populaire urbaine. Ce qu'il parle du déclassement, c'est ce que la modinha était un genre plutôt cultivé, presque savant ou demi-savant, et qui devient populaire. Et il dit ça, c'est un mouvement qui n'est pas habituel. Normalement, la musique populaire qui accède à la musique classique, comme par exemple dans Bach, même Beethoven, ou Schubert, Schumann. Et là, mais là, on parle de la musique populaire urbaine. Et ça, là, c'est important parce qu'il commence à suivre ça, mais il se méfie toujours de la musique populaire urbaine. Il considère que cette musique, elle est, si on peut dire, au moins ambiguë, c'est-à-dire il y a quelque chose de vrai dans cette musique, de vraiment brésilien, mais il y a aussi beaucoup d'influences européennes et surtout un caractère commercial dès sa naissance. C'est-à-dire le machiche, il dit, dès sa naissance, il a été une musique aussi commerciale. Donc, c'est pas la musique qu'il veut pour son projet, je crois. La samba, c'est différent. La samba, il considère qu'il y a un côté tragique et triste dans la samba. Et ça, c'est le cœur de la samba pour lui. Et ça, c'est le côté vrai et authentique, c'est-à-dire comme expression de la vie des couches populaires, des gens, des héritiers de l'esclavage à Rio. Mais la samba, rapidement, est devenue une marchandise culturelle et c'est ça dont il fait la critique. Il y a un texte qui s'appelle Musique populaire, un court texte sur justement un concours de la samba de l'année. Et là, il fait cette distinction entre la samba authentique, vraie, et la samba qui est devenue totalement commerciale ou administrative. Donc, la musique populaire urbaine, elle est très importante pour lui, mais il toujours prend ses distances par rapport à elle à cause des influences étrangères et de la présence du marché de la musique. Au début du marché des partitions et après les marchés des enregistrements. C'est pour ça qu'il va se tourner vers la musique de la campagne, la musique rurale. Et il a écrit une très longue étude sur la musique, sur la samba rurale de São Paulo, qu'on n'a pas mis sur les livres parce qu'il est trop long et il parle d'une manifestation spécifique, donc c'était démesuré. Mais il se concentre sur la musique rurale plutôt, comme musique authentique. Il fait la différence entre le populaire et le popularesque, c'est un peu ça, non? C'est cette idée qu'il y aurait un populaire, un bon populaire, et le popularesque qui serait son penchant plutôt négatif. Oui, le popularesque, en fin de compte, c'est un populaire faux. Donc, c'est-à-dire, c'est une musique populaire dans le sens qu'elle a les goûts populaires, mais qui n'a pas les structures plus authentiques de la musique populaire et qui est surtout une musique médiocre du point de vue artistique, pas intéressante du tout et qui a ses côtés commerciaux très prononcés. Donc la musique popularesque, c'est quelque chose comme ça. Alors à l'opposé de cette musique popularesque, il y a sa volonté de découvrir je parlais tout à l'heure de la musique des jésuites parce qu'il a une grande fascination et un grand intérêt pour la musique, à travers laquelle il devine l'importance de la religion afro-brésilienne. Et de l'autre côté, en Amazonie, il fait tout un développement sur la croyance autochtone, comment elle intègre les rythmes de la musique donc jouée en Amazonie. Et par rapport au nord-est, il y a un texte très étonnant, je trouve, qui est consacré à cette cérémonie qui vise à, comme on dit en portugais, fermer le corps, c'est-à-dire protéger le corps. Et il va jusqu'à se soumettre d'une certaine manière à cette cérémonie, c'est-à-dire qui vise à le protéger, et parce qu'il essaie d'entrer en résonance avec parce que c'est évidemment quelque chose de très performatif. C'est une musique qui fait partie du rituel, et j'ai trouvé ça
Alors là, on est vraiment entre l'ethnologie, la musicologie, enfin, elle faisait de l'ethnographie d'une certaine manière. Mais j'ai trouvé ce texte très étonnant, c'est-à-dire d'aller chercher la musique en soumettant son propre corps à toutes sortes de rituels pour essayer de comprendre cette particularité de cette musique. Cet épisode, effectivement, il est très frappant parce que Mário de Andrade, en fait, il se met en scène, il se met en jeu. C'est pas seulement, il fait pas un travail d'ethnographe seulement, mais il va aussi, je ne sais pas si un ethnographe ferait ça, c'est-à-dire il va fermer son corps à lui-même. Il raconte ça. Il raconte pas du tout ça. Pardon, c'est pas qu'il raconte pas ça en scientifique, mais il y a quelque chose de très généreux dans son texte et de très littéraire aussi. Donc il raconte comment il est sorti de là, quels étaient ses pas sur le sable, ses amis qui l'attendaient. Enfin, voilà, on garde de ce texte, de sa fermeture. On a gardé ça en français. Alors les lusophones connaissent le terme, mais en français on a mis fermer le corps, ce qui est un peu, je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire, mais il s'est expliqué dans une note de bas de page dans le texte. Mais c'est vrai qu'il fait preuve là d'une grande générosité et d'une grande finesse littéraire aussi. C'est pour ça qu'on garde de ce texte-là des images très fortes où le père de saint, il y a 2 pères de saint, je crois, dans le texte. Enfin, ils se frappent. Enfin, c'est fascinant à lire. Voilà, c'est le cachimbo, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est un texte extraordinaire parce que c'est une conférence sur la musique des sorcelleries au Brésil. Donc, c'est un texte censé être un texte d'ethnographie, mais le fil rouge qui unifie ces textes, c'est la narration de cette expérience personnelle où il a participé à un rituel de fermeture des corps, c'est-à-dire de protéger par des passes magiques son corps de toute influence maléfique. Donc, ça, c'est un côté très important parce que sur la nature de ces textes. Mário Andrade a été un pionnier dans l'ethnographie musicale au Brésil. Il a beaucoup fait pour le développement d'une science du folklore au Brésil. C'est lui, avec Dina Dreyfus et Claude Lévi-Strauss, ils ont fondé une société d'ethnographie et folklore à São Paulo. Donc, pour que l'étude du folklore brésilien soit plus professionnelle et plus scientifique, il essaye de faire un peu ça dans ses propres études, dans ses recherches, mais il avouait ou il affirmait tout le temps qu'il n'était pas du tout un homme des sciences, mais qu'il était un artiste, qu'il fait ses recherches dans un esprit scientifique et en même temps artistique. C'est-à-dire, ces textes sont un peu un mélange de science et de littérature qui est très intéressant, très original, je crois. Son approche du fait populaire n'est pas du tout celle d'un scientifique, c'est-à-dire qu'il prend ses distances objectives pour étudier un objet de recherche. Et là, dans ces textes dont vous parlez, c'est justement les moments extrêmes où il prend part à l'objet même qu'il étudie. Donc c'est le renversement de la perspective scientifique par une autre perspective totalement différente, qui donne un autre angle sur les mêmes phénomènes. Au fond, ce qui rend les textes si attachants, c'est que le fil rouge qui traverse maintenant l'écriture, c'est qu'il y a une grande sincérité. Et je pense que son idée de se mettre en scène ou de montrer, de décrire un texte où il se soumet à cette expérience, au fond, ça traduit aussi sa recherche de trouver la bonne distance par rapport à son objet, la bonne position. Et j'en veux pour preuve un peu, il y a ce texte dont on parlait tout à l'heure sur Chico Antonio. Je voudrais revenir après sur lui, mais juste dans le texte fictionnel, sur Chico Antonio, il y a aussi un jeune homme venant du Sud qui apparaît. Et c'est évidemment lui, c'est le jeune homme qui vient du Sud. Donc il s'inscrit aussi dans ce texte-là pour mesurer la distance qui le sépare de ce jeune homme qui est un musicien du Nord-Est et qui le fascine au point de lui consacrer articles, fiction, recherche, essayistique, etc. Donc je voulais vous entendre un peu par rapport à ce personnage. Et
sur le choix peut-être aussi de se faire suivre plusieurs textes qui le mettent en scène et de montrer du coup comment... c'est comme s'il essayait d'ajuster la focale, j'avais l'impression en les lisant. C'est comme si l'auteur essayait de trouver la bonne distance. On consacre un texte journalistique à un jeune homme et puis finalement on n'épuise pas tout, donc on essaie de l'approcher par le biais de la fiction, mais il y a quelque chose de très touchant dans cette recherche donc de restituer la vie de cet homme et dans la variation des moyens dont il use pour le présenter à son public. Ce qui est passionnant dans ce texte-là aussi, c'est qu'il y a effectivement des textes journalistiques dans lesquels on découvre donc de ce Chico Antonio, qui est un cantador, un chanteur de coke du Nord-Est. Donc on le découvre par des textes journalistiques. Et puis ensuite, il va le mettre en fiction. Et c'est un travail d'écrivain absolument fascinant, parce que une fois qu'on connaît Chico Antonio donc il a même des extraits de ses chansons, et on va les redécouvrir dans le texte de fiction. Et il le fait, je peux vous le dire, c'est pas un secret, mais il va le faire mourir à la fin du texte. Il en parle d'ailleurs. Il s'en veut après, il dit mon Dieu, j'ai fait mourir, alors qu'il est peut-être très âgé et toujours en vie à São Paulo. C'est très étrange. Ouais, dans un autre texte, il dit ça. Et donc il va mais ce texte de fiction, en fait, c'est comme si comment vous dire, c'est comme si c'est pas qu'il explicite tout le livre, mais c'est comme s'il mettait tout le livre sous une perspective littéraire. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on arrive par la fiction à comprendre beaucoup de tous ces... Quand on connaît mal, quand on a lu, quand on a lu son livre, le livre qui est si présent, quand on a lu ça, c'est comme c'est comme s'il disait la même chose, mais par la fiction. On pourrait d'ailleurs, tu as rajouté des notes il y a plein de concepts de Mário de Andrade qui pourraient être tirés aussi de sa fiction, notamment sur la paresse. Enfin, c'est tout un autre chapitre, mais je ne sais pas si on va en parler, mais il a une conception de la paresse tout à fait originale, et on voit ça dans le texte de fiction aussi. On voit le complexe du bœuf dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le maître mot de Makonoïma, évidemment, la paresse. La paresse, oui. Ike Preguiça, que tu m'as fait remarquer que Ike, c'est aussi le mot en tupi. C'est dans quelle langue? Je sais pas quelle langue. Dans une langue indigène, ça veut dire paresse. Oui, c'est ça. Ouais. Non, ce Chico Antonio, il y a une dimension de son travail que je trouve intéressante, parce que c'est ce qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui, je crois, à São Paulo, la technique, le chant du défi, cette espèce c'est comme une battle aujourd'hui, on dirait probablement, où on a un chanteur de rue qui ajuste ses textes par rapport à ce qu'il voit, à son interlocuteur, et provoque, et donc il y a une espèce de jeu qui s'installe quand il y en a deux musiciens qui sont face à face et qui, au fond, essaient de voir lequel a plus d'haleine pour décrire l'autre. Donc on est dans un jeu entre répétition et variation qui est extrêmement riche, qui demande énormément de présence d'esprit, avec un sens rythmique qui est toujours aussi qui est très important. Et alors je ne sais pas si ça probablement ça fait déjà partie un peu du folklore de São Paulo, mais enfin on peut encore rencontrer des gens dans la rue qui sont assez bluffants dans leur capacité à manier la provocation, la description. Et donc il y a aussi un chapitre qui est consacré, donc ça, je ne sais pas quand il a écrit ce texte, je ne me rappelle plus, mais il y a toute une tradition aussi par rapport à cette pratique musicale. Qu'on retrouve aujourd'hui dans la forme sur la forme de rap. C'est ça, oui, c'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai déjà vu des chanteurs, je ne sais pas si c'est vraiment exactement précisément le coke. On peut écouter Chico Antonio sur Internet aujourd'hui, il a été enregistré dans les années 80, je crois, ou peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un film où on l'entend dans un... Donc on peut entendre un vieil homme qui fait vieil homme qui chante le coke, mais c'est vrai que c'est ça ressemble un peu à des battles de rap
d'aujourd'hui. Il y a une magnifique photo aussi de lui tout jeune, jeune homme, jeune garçon. Il était fasciné par Chico Antonio. Oui, C'était vraiment, il en parle avec des termes vraiment de fascination. Ouais. La rencontre avec Chico Antonio, c'est une rencontre passionnante pour lui. Et il y a cette distance dont vous parlez, qui est très marquée, surtout dans le conte, Vidro Cantador, L'homme du Sud, non? La distance est une distance géographique, c'est-à-dire il habite à São Paulo, Chico Antonio au Sertão, mais c'est aussi une distance culturelle et bien sûr et économique. Donc il est l'homme cultivé du Sud, il est le docteur, c'est-à-dire au Brésil on appelle docteur pas seulement qui a un doctorat. Donc, c'est juste en dessous du colonel. Oui, c'est ça. Il faut, si vous appartenez à l'élite, vous êtes docteur. Donc, même si vous ne savez rien du tout. Et là, donc ça, là, la distance est très marquée quand Chico Antonio lui dit docteur. Donc, et Andrade, il a totalement conscience de ça. Mais il y a quelque chose de profond qui les unisse, qui se passe dans la couche musicale et artistique. Et c'est très intéressant un moment du conte qui s'appelle, c'est un conte autour de la vie de Chico Antonio, mais librement inspiré de cette vie. Quand Chico Antonio arrive à São Paulo, il a une sorte de transe créative, comme il a parfois au Sertão, une transe qui est causée, qui est inspirée par les bruits et les lumières de la grande ville. Et là, on voit un certain écho de São Paulo halluciné, c'est le premier livre de poèmes de Mário de Andrade. Et donc, on voit un certain lien entre cet artiste populaire, rustique, exceptionnel, et l'artiste d'avant-garde. Il y a quelque chose qui unit l'avant-garde et l'art populaire. Et c'est là qu'ils peuvent s'entendre. Ça rejoint un peu cette idée de la sincérité. Je pense qu'il a vraiment... il le prend évidemment au sérieux. C'est quelqu'un qui... Ah oui, absolument. Oui. Je voulais revenir vite sur un autre aspect que je trouve fascinant, parce que... je ne sais pas si je l'ai dit, c'était un musicien, Mário de Andrade. Il a travaillé au conservatoire de São Paulo. C'était vraiment même la ligne verticale qui a traversé sa vie. Et on se rend compte, je vais revenir vite sur cette difficulté de trouver la bonne, d'appréhender au fond son objet ou la musique populaire, véritablement populaire du Sertão. Elle n'obéit évidemment pas elle ne se laisse pas transcrire, c'est-à-dire les rythmes ne sont pas absolument stabilisés. Et des fois, il parle de ça, la difficulté de transcrire la musique, parce qu'il dit que le son, des fois, il est un quart de ton en dessous du la, du do. Oui. Enfin, donc, il décrit la difficulté qu'il a, ne serait-ce que de cerner d'un point de vue scientifique ou musicologique en tant que musicien, son objet. Je trouve ça très intéressant aussi. Oui, mais là, c'est justement ce qu'il trouve de plus intéressant dans cette musique. C'est-à-dire, c'est pas seulement la musique du Sertão qui est la musique authentique, il y a la musique des autres régions du pays. L'Amazonie surtout. Oui. Pas beaucoup de l'Amazonie, en effet, mais de la région centrale du Brésil. Vous voyez, de Minas, Goiás, São Paulo, même le sud. Et il y a la musique du littoral aussi. Ouais. C'est une musique très hétérogène, c'est-à-dire très variée. Le Brésil est un continent, donc il y a des musiques très différentes les unes par rapport aux autres. Et ce qu'il cherche, il dit, c'est des constantes structurelles, c'est-à-dire des traits communs de ces manifestations tellement différentes. Alors, ces structures communes qui les lient sont presque toujours des structures qui échappent à la prise de la raison telle qu'elle s'est développée dans la musique occidentale. Par exemple, le rythme, il va dire que le rythme populaire brésilien, il échappe
aux divisions régulières qui fondent la notation de la musique européenne. Même la mesure, parfois il y a de musique où il dit la mesure, c'est impossible à déterminer, donc il n'y a pas de mesure. Donc, mais parfois, il dit d'autres choses, c'est-à-dire que ce sont des rythmes presque... les rythmes, c'est impossible à noter fidèlement parce qu'il échappe une division régulière rationnelle. Et la même chose pour la mélodie, ou les timbres, qui est toujours un peu en dessous ou un peu en dessus, au-dessus de l'accordage habituel. Ouais. Donc, la différence brésilienne dans la musique, en fin de compte, sont ces éléments, est faite de ces éléments qui échappent à la rationalisation, au processus de rationalisation de la musique qui a informé la musique européenne depuis le XVIIe siècle, on peut dire. Donc voilà, c'est un peu les côtés brésiliens, c'est ces côtés-là qui échappent à la prise de la raison et du concept. C'est un peu comme ça. Et en même temps, tout à l'heure, tu as utilisé le mot de structure. Je trouve frappant quand on lit ces textes. Et on a l'impression d'être face à un structuraliste avant la lettre, parfois. On a l'impression que, en tout cas, ce qui vient après, ce qui est élaboré après la Seconde Guerre mondiale, est parfois dans cette idée de chercher la manière dont il décrit le rapprochement de la musique brésilienne avec la musique européenne passe par une tentative de définition des différences. Et il a cette phrase très intéressante où il condamne au fond, il va jusqu'à reprocher à Villa-Lobos d'être trop tenté par l'exotisme et de trop vouloir plaire au public européen. En singeant un peu, j'exagère, mais enfin en singeant les rythmes dont les Européens pourraient penser que ce sont des rythmes authentiquement brésiliens, alors que ils qualifient ça d'exotisme. Et ils somment en quelque sorte les musiciens contemporains, notamment Villa-Lobos, à revenir vers une musique authentiquement brésilienne, parce qu'il dit que ce n'est que comme ça que la musique brésilienne peut rentrer vraiment en résonance avec la musique des harmonies mondiales. Je ne me rappelle plus comment il formule ça. Mais je trouve ça très intéressant. C'est vraiment on a l'impression qu'on est dans une réflexion presque structuraliste avant la lettre, parce que ça date d'avant-guerre, évidemment. Il dit qu'il place quand même le Brésil. Il dit que le Brésil, c'est pas une Esquimolande. C'est-à-dire, c'est pas un pays qui est en dehors du monde. Enfin, il pense au monde occidental, j'imagine. Mais il dit que le Brésil est aussi au centre du monde. Donc, c'est-à-dire la culture européenne fait partie intégrante de la culture brésilienne. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout d'exclure tout ce qui est européen. C'est fou, ça, il dit. Mais seulement d'assimiler la culture européenne la plus avancée de manière indépendante et avec liberté. Oui, mais il dit que l'exotisme pourrait faire écran. Oui, bien sûr. Donc, c'est intéressant parce que son manifeste le sait sur la musique brésilienne, que c'est un manifeste pour la musique, on peut dire, nationale, commence par un refus de l'exotisme. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une musique qui est exotique même pour nous. C'est-à-dire, par exemple, la musique dite amérindienne, qui n'est pas du tout la musique amérindienne, mais il y avait beaucoup de compositeurs et d'ensembles qui présentaient une musique soi-disant amérindienne. Et il dit, ça, c'est pas la musique brésilienne. Donc la musique européenne fait partie de la musique brésilienne. Donc il faut l'intégrer, mais l'intégrer avec liberté. Donc c'est un peu ça. Quant au structuralisme, je n'ai jamais pensé sous cette perspective-là, mais peut-être qu'il y a une différence, si j'ose dire, c'est qu'Andrade, il pense toujours historiquement, c'est-à-dire les structures, elles sont toujours changeantes et elles sont très marquées par les conditions matérielles de la société. Là, c'est intéressant qu'il dit que les concepts de folklore qui étaient en vigueur
qu'est-ce qu'une chanson folklorique. Il cite un folkloriste français, Tierceau, je crois, qui disait, bon, une chanson folklorique, c'est une chanson qui continue à être la même pendant 3 siècles et qui est anonyme, par exemple. Et il dit, ça, on n'a pas au Brésil. Les conditions de formation du Brésil, comme un pays colonial, ne permettent pas une formation comme celle-là. On n'a pas de chansons folkloriques. Ce qu'on a sont des manières de composer folkloriques. Et donc, il faut comprendre la chanson folklorique pas comme une chanson statique qui est stable, qui perdure dans le temps, mais qui change tout le temps. Donc, il élabore un concept dynamique du folklore à partir des conditions matérielles d'un pays d'origine coloniale. Pour finir notre discussion, je reviens vite sur le titre, parce qu'évidemment, quand on jette comme ça un œil distrait sur le titre, musique populaire brésilienne, ça résonne avec la MPB, qui n'existait pas du temps de Mario de Andrade. Alors c'est évidemment là on est dans la spéculation, mais pour vous deux, quel serait le regard que Mario de Andrade pourrait jeter sur la production musicale? J'en sais rien, mais c'est sûr que Mario de Andrade c'était un visionnaire aussi, c'est-à-dire qu'il avait dans son projet de brésilianiser le Brésil. Je sais pas ce qu'il aurait pensé de la bossa nova, parce que je pense pas. On a discuté tout à l'heure. Il y a une différence entre la MPB et la bossa nova, mais la bossa nova arrive 10 ans après sa mort, donc c'est pas grand-chose. Hein. Et elle va conquérir le monde entier. Donc même s'il y avait d'autres groupes avant, comme les Oito Batutas, qui étaient des groupes qui ont eu du succès en France, en Europe, le Brésil n'avait pas musicalement, et même en fait le Brésil n'avait pas une reconnaissance du tout à ce niveau-là, au niveau que la bossa nova a eu. Donc peut-être que d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette musique? Est-ce qu'elle était trop commerciale pour lui? Je sais pas. Tu le sais sûrement mieux que moi. Non. Premièrement, ce dont il parle, ça n'a rien à voir avec la MPB ni la bossa nova. Donc c'est une autre musique populaire brésilienne. C'est difficile à imaginer ce qu'il penserait, parce que c'est un autre moment du pays, déjà. Andrade a connu le Brésil jusqu'à Getúlio Vargas. Et après 1945, c'est l'après-guerre. C'est différent ce qui se passe dans le pays, du point de vue du développement industriel, urbain, etc. Donc, c'est une nouvelle constellation. J'imagine qu'il trouverait que c'est une musique pas populaire du tout. Il pensait, au début, il commence à écrire sur la musique populaire pour fournir des éléments aux compositeurs classiques, c'est-à-dire à Villa-Lobos et Camargo Guarnieri, Mignone, etc. Donc son but initial, c'était de fournir des éléments pour que les grands compositeurs puissent élaborer une musique qu'il appelait artistique, pas savante ni classique. Et artistique, ça ne veut pas dire que l'art populaire n'est pas de l'art, mais ça veut dire que c'est une musique qui n'a pas de fonction rituelle. Donc, la musique classique, pour que le Brésil puisse avoir une musique classique brésilienne et pour que la musique populaire puisse accéder à un niveau d'élaboration artistique différente. Donc, la musique, la MPB ne fait aucune de choses, c'est-à-dire elle n'est pas une musique populaire, elle n'est pas non plus une musique artistique d'avant-garde, parce que ça c'est important. Andrade n'était pas un traditionnaliste ni un conservateur, il était un artiste d'avant-garde jusqu'à la fin de sa vie. Donc, quand il parle d'assimiler les folklores, il ne veut pas dire il faut répéter les folklores. Il avait un concept anti-traditionnaliste de tradition. La tradition comprenait ce qu'on hérite et ce qu'on fait avec elle d'innovation, en la dépassant.
Donc, ce qu'il espérait, c'est que ces écrivains-là puissent s'inspirer du folklore pour faire de la musique nouvelle, la musique d'avant-garde. Donc, et il trouvait aussi des affinités entre la musique d'avant-garde avancée et la musique populaire, par exemple dans les quarts de ton, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas du tout le cas d'un artiste attaché au passé. Donc, et quant à la bossa nova, elle n'est pas une musique d'avant-garde, trop novatrice du point de vue harmonique, rythmique, mélodique. Ce qu'elle fait, je crois, je ne suis pas du tout un spécialiste dans ces domaines, mais elle subtilise les rythmes populaires qui sont devenus plus subtils, mais intégrés à la structure de la musique. Mais en même temps, elle l'adapte. Et la musique, à mon avis, perd, par exemple, ces éléments intéressants qu'Andrade reconnaissait dans la musique populaire, c'est-à-dire ces rythmes plus flous, difficiles à appréhender, et même ces quarts de ton, etc. C'est sûr que ça existe dans la musique, par exemple, de João Gilberto, c'est sûr. Mais c'est dans une forme très différente, très adaptée peut-être pour lui, trop commerciale et trop adaptée au goût bourgeois, pour être appelée populaire et brésilienne. Je ne suis pas sûr, on ne peut pas savoir ça. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Donc, écrit sur la musique populaire brésilienne, Mário de Andrade, une érudition folle et une intelligence étincelante. Le livre est à acheter. Prochaine tribune le 26 mai, mardi 26 mai, avec 2 autrices et une éditrice. Voilà, merci beaucoup.